Alors, hier, vous avez eu la chance de voir plusieurs fois des photos du fameux article fondateur. On en a encore reparlé, on en a encore reparlé ce matin. Et nous avons la chance d'avoir deux auteurs ici même, dans cette salle, de ce fameux article fondateur. Donc, d'abord, oui, on m'a enlevé les, d'abord, Léon Goldstein, qui a fait l'épitaxie de ces fameuses boîtes quantiques. Ça fait rien, ça fait rien. Ensuite, Frank Glass, qui les a vues de ses yeux dans son microscope. Puis, ensuite, un petit jeune qui, 10 ans plus tard, Jean-Michel Gérard, a fait de la luminescence, enfin de l'optique sur ces boîtes quantiques. Alors, je laisse la parole d'abord à Léon Goldstein, donc, qui a fait les boîtes d'INAS sur GAAS en 1985, il y a 40 ans déjà. Et donc, Léon était au CNET, venant de Bellevue, c'est là que nous nous étions connus, et il était au CNET avec Jean-Yves, dans la bande à Jean-Yves. Voilà, je laisse la parole. T'as vu où était la flèche? La flèche en bas, hein. C'est celle-là. Oui, celle-là. Donc, merci, Véronique. Si on m'avait dit, il y a 40 ans, à l'issue d'un travail que l'on venait de publier avec Franck, Jean-Yves, Marie-Noël Charras et Guy Leroux, que je serais amené à en parler 40 ans plus tard, j'aurais sans doute pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Pourtant, en mars 2024, quand Ariel m'a invité à participer à ces journées consacrées aux 40 ans des bois quantiques ainsi qu'à la mémoire de Jean-Yves, j'ai bien entendu accepté sans hésitation. Merci Ariel. Quand en décembre 2023, quelques mois plus tôt, Maurice Quillec m'a appris la disparition de Jean-Yves, j'ai d'abord été très triste et surtout déçu de ne pas avoir été informé trop tard pour assister à ses obsèques. Même retraité, éloigné de la recherche, je savais néanmoins le rôle de pionnier et de leader qu'avait Jean-Yves dans les nanotechnologies. Enfin, en avril 2024, à l'issue d'une visite au 3-5 Lab en compagnie de François Alexandre, qui est ici présent, on a eu une visite passionnante organisée par Frédéric Pomereau et Jean de Cobert, que je veux remercier ici. Nous avons eu un aperçu des progrès réalisés ces dernières années dans le domaine des 3-5. Et puis Isabelle, que nous avions croisée le matin même au 3-5 Lab, Isabelle donc nous a proposé une visite éclair chez Candela. C'est cette visite, les quelques posters affichés dans le hall d'entrée de Candela, ainsi qu'une discussion avec Jean-Yves, qui nous ont permis de mieux comprendre l'importance des boîtes quantiques à l'heure actuelle. François et moi, nous avons été littéralement fascinés par les technologies mises en œuvre pour les dispositifs à un photon. Merci Isabelle pour ce beau cadeau. Aujourd'hui, pour vous parler de ces recherches effectuées il y a 40 ans, je me suis demandé sous quelle heure aborder le sujet. Prendre avec distance une étude qui date de 40 ans, une éternité en recherche, comme j'ai pu le constater hier avec toutes ces présentations passionnantes. Ou alors, vous parlez comme si ces recherches étaient à peine effectuées. Je pense que je vais donc commencer sans vraiment décider de quelle voie choisir, et ça sera un peu des deux. Avant de vous parler des travaux effectués, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de montrer ici le laboratoire 3.5 que nous avons visité euh, l'année dernière. Donc, avant de vous parler des travaux effectués avec Claude Bagneux entre 1983 et 1985, je veux dire quelques mots sur le contexte des recherches en 3.5 dans les années 80. Alors, la communauté 3.5 est une communauté très dynamique. Elle s'appuie sur un réseau très important de laboratoires de recherche. Bien entendu, au centre de ces études, c'est le CNED Bagneux. Mais il y a également beaucoup de laboratoires universitaires qui sont en province, en région parisienne. Et puis, bien entendu, le CNRS ou encore l'école normale et polytechnique. Donc, un vaste secteur public est orienté sur ces recherches. Mais le privé aussi est présent car tous les industriels des télécoms ont leur propre laboratoire, dont une partie de l'activité est orientée vers le 3.5. Et puis, toujours dans les années 80, apparaissent des startups, comme par exemple Picogia, qui a été fondée en 1983 par Lynn Guyet.
Donc tout ceci aboutit à une vie scientifique intense. C'est une communauté vivante, ouverte, où l'on se connaît bien, où les occasions d'échanger sont nombreuses. Cela peut être des visites de labo, des séminaires comme celui du CNED qui est toujours très attendu, ou encore des conférences comme par exemple les Journées nationales 3-5. Pour résumer, on peut dire que c'est une époque particulièrement favorable pour ces recherches dans ce domaine. J'en viens maintenant à l'épitaxie des couches contraintes, qui, à mon sens, est le passage obligé vers la réalisation des boîtes quantiques, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, jusqu'au début des années 80, les structures épitaxiées sont à l'accord de maille, soit sur substrat GS, soit sur substrat INP. C'est toujours en 1980 que J.C. Osborne, qui est un chercheur du Sandia National Lab, introduit la notion de super réseau contraint. Alors, pour définir très simplement un super réseau contraint, c'est donc une alternance de deux couches. Une couche est en tension, en compression par rapport au substrat, la deuxième couche est accordée. Si on répète l'alternance, on crée un super réseau contraint. Donc, J.C. Osborne a d'abord commencé par étudier quelques binômes de super réseaux contraints et proposer aussi une approche théorique sur la structure de bande des super réseaux contraints. Donc, en 1982, donc presque à la même époque, on commence à Bagneux l'étude du système contraint GNS-GAS. Alors, pour aller répéter brièvement ce que les paramètres, on est donc des compositions qui sont en indium 10 à 20% les plus quantiques, GNS. On a et l'épaisseur des puits est couramment entre 50 100, inférieure à 120 angstroms. Alors, si on considère une maille élémentaire de GNS, elle est 1% plus importante que GAS. Donc, si on veut déposer une couche mince dans le plan XY sur le substrat de GAS, on va avoir un double effet de compression de la maille élémentaire GAS de telle manière qu'elle s'accorde, pardon, excusez-moi, au substrat et déformation tétragonale dans le sens de la croissance. Donc, le paramètre de maille est plus grand dans le sens de la croissance que celui de GAS. Si ces conditions sont respectées, alors on dit que les contraintes sont accommodées de manière élastique. Mais si on veut augmenter la quantité d'indium dans le puits quantique ou élargir ce puits quantique, alors on va former des dislocations et perdre les propriétés de de ces structures. La première publication qu'on a faite à Bayeux date de 82 et elle est concomitante avec une publication sur le même sujet du groupe de Sandia. Alors, à droite, on a une photo du laboratoire de JM avec au premier plan Michel Allovon, qui est un chercheur du CNED Bagneux. Mais je voudrais profiter aussi de ce moment pour euh, parler des autres personnes présentes dans le laboratoire à ce moment-là. Donc, il y a d'abord Marine-Noël Charras. Marine-Noël Charras a fait sa thèse de docteur ingénieur sur le système GNS-GAS contraint. Il y avait également François Alexandre, qui travaillait sur un autre équipement de JM juste à côté de celui-ci. Et puis, il y avait aussi trois chercheurs du CNRS, dont Bernard Etienne, euh, Francis Molot et Planel. Et Richard Planel. Voilà, merci. Donc, maintenant, j'en viens aux caractérisations qui ont été faites sur ces super réseaux contraints. Alors, euh, pour résumer, on a sur la gauche un spectre de rayons X correspondant à deux structures contraintes avec des compositions d'indium différentes. Et Maurice Quillec a montré que, partant de ces spectres, on pouvait modéliser complètement la structure et monter aux trois paramètres fondamentaux, c'est-à-dire la composition en indium dans le puits, la largeur du puits quantique et la largeur de la barrière. À droite, on a une vue de la photoluminescence de cette structure. Alors, pour ceux qui sont un peu familiers avec ce genre de caractérisation, on voit que on a une largeur de raie très fine. Donc, l'ensemble de ces caractérisations nous conduit à dire que c'était des structures de très bonne qualité. Je reviens maintenant à une étude qui a été menée par Jean-Yves. Et donc, je peux résumer rapidement son travail. Donc, il considère trois échantillons de super-réseau contraints avec toujours la même composition dans le puits. Donc, on a une contrainte constante et la largeur des puits quantiques varie entre 50, 100 et 120 angstroms. À gauche, on a représenté les structures de bande pour les structures de 50 et 100 angstroms. Et à droite, on a les spectres d'absorption
correspondant aux trois échantillons. Alors, on voit bien que sur le spectre d'attention, on a un glissement vers les hautes énergies, plus le puits est étroit, mais bon, ceci est un effet bien connu de la quantification. Donc, si maintenant on voit plus en détail les différents pics, on a un premier pic dénommé alpha, qui correspond à une transition entre le niveau n égale 1 dans la bande de conduction et le niveau des trous lourds. Le deuxième niveau, qui s'appelle bêta, correspond, lui, à toujours une transition avec le niveau n égale 1, mais avec les trous légers. Si bien que la différence entre les niveaux d'énergie alpha et bêta représente la distance entre les trous lourds et les trous légers. Et comme Jean-Yves constate que, il y a peu de différence entre l'échantillon de 50 et 100 angstroms, il en déduit que c'est la contrainte qui est responsable de la séparation d'énergie entre les trous lourds et les trous légers, et que la quantification joue un rôle, mais marginal. Enfin, le troisième échantillon, on est à 120 angstroms, donc on a dépassé le besoin critique, il apparaît dislocation, et donc c'est pas très étonnant que le spectre ait de moins bonne qualité. Mais on va remarquer aussi que comme il y a des dislocations qui vont accommoder une partie des contraintes, donc la distance entre alpha et bêta est d'autant réduite puisqu'il y a moins de contraintes. Donc on arrive oui, avant de passer à la suite, je voudrais dire surtout que Jean-Yves a modélisé entièrement ses expériences. Il a modélisé aussi pour tout type de super réseau contraint 3.5 et que l'ensemble de tous ces travaux, bien sûr, aboutissent, comme vous le savez, à sa thèse en 1987. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que ce modèle est toujours vivant. Et j'en parlais avec Jean de Cobert qui me disait qu'il utilisait encore aujourd'hui le logiciel de Jean-Yves pour pouvoir ajuster les paramètres de croissance. Donc c'est quand même assez remarquable. Donc on arrive donc fin 84, début 85. On a l'impression qu'on a fait le tour des super réseaux contraints, GN et GS. Et la question se pose vraiment maintenant, dans quelle direction on va? On a parlé du hasard, je suis pas sûr que le hasard avait sa place dans ce problème-là. Quelle direction prendre? Eh bien, on avait le choix, mais plutôt que de réduire la largeur des puits, augmenter l'allium, on s'est dit, peut-être c'est pas une mauvaise idée, dans la continuité de notre savoir-faire, de passer au système INGAS. Et là, bien sûr, on se trouve face à un défi majeur, puisque le désaccord de maille est de 7%. Donc, quand on a commencé ces études, on était bien conscient qu'on ne pouvait pas aller au-delà de quelques monocouches. 4 monocouches atomiques, on le verra par la suite, c'est un maximum. Donc, ce faisant, on change de vocabulaire aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les puits quantiques étaient exprimés en angstrom. Cette fois-ci, on va parler en termes de monocouches atomiques. On va abandonner la description en angstrom. Donc, c'est des couches ultraminces. Mais pour s'intéresser à des couches ultraminces, il faut quand même avoir des temps de croissance raisonnables. Donc, on va abaisser fortement la vitesse de croissance. D'habitude, dans les super contraints, on était à 1 monocouche par seconde. Ici, on va descendre à 0,2 monocouches par seconde. Peut-être encore trop. Et puis, comme on a l'habitude des caractérisations en rayons X photoluminescents de super réseau, on a conservé cette architecture de super réseau dans l'expérience. Donc, partant de là, euh, ah oui, là je veux dire, c'est un aspect important. D'habitude, le RID, comme les utilisateurs le savent, pardon, excusez-moi, le RID, pour des structures qui sont à l'accord de maille ou contrainte, est toujours comme la vue du haut, c'est-à-dire des lignes parallèles avec des intensités, des renforcements d'intensité. Donc, ceci caractérise une croissance à 2 dimensions, monocouche monocouche atomique. Si pour une raison quelconque, le spectre de fonction change, il apparaît des points, alors on dit qu'il y a une croissance en îlot, et c'est bien le cas qui s'est produit avec INAS. Donc partant de ces considérations-là, de ces observations-là, de la faible vitesse de croissance, on a pu définir 3 expériences distinctes. Dans la première expérience, on dépose 2 monocouches d'INAS et on observe que le RID immédiatement s'affaiblit de faible intensité et on arrête à ce moment-là la croissance pour remettre une nouvelle couche de GAS et récupérer un RID de bonne qualité. Dans la seconde expérience, on pousse à peine plus loin, on passe à 2,5 monocouches d'INAS et on voit apparaître effectivement le caractère 3D de la croissance en îlot. On remet à nouveau 40 monocouches de GAS et ainsi de suite pour récupérer
des un spectre de ride normal. Et enfin, la dernière expérience, c'est à 4 monocouches. Et là, bien entendu, on a dépassé les mesures critiques. Donc, on a formé une dislocation et l'échantillon n'a pas des propriétés très intéressantes. Alors, je vais maintenant passer à une représentation. Donc, je sais que depuis hier soir, elle est obsolète. Bon, depuis la présentation qu'en a faite euh, euh, Aristide, je sais que c'est obsolète. Mais quand même, on va continuer comme si on était passé la journée d'hier. Donc, c'est une représentation imagée, hein, faut pas la prendre avec de la lettre. Hein. Donc, dans un premier temps, on dépose deux monocouches d'INAS. Et alors, pendant ces deux monocouches, comme je vous l'ai dit, le ride change fortement. Donc, la qualité de la croissance, c'est pas comme deux monocouches parfaitement adaptées. Il y a des couches qui sont en forte tension ou compression. Et puis, quand on vient rajouter une demi-monocouche, alors l'indium ne peut plus s'accrocher sur cette couche de mouillage et il va coalescer, former des pluies quantiques. Donc, c'est bien entendu, ce type de croissance s'appelle Stansky-Krastanov. Et puis après, on vient remettre à nouveau une barrière importante de GAS pour essayer de récupérer une bonne cristallinité et recommencer le processus. Alors, ce que je veux dire, c'est que en 1985, quand on a publié, on n'a pas parlé de boîte quantique, on n'a pas parlé de quantum dot, et donc ce mot est absent de la publication. Néanmoins, il est dit que ces objets ou ces puits, je sais pas, sont quantifiés. Pourquoi ils sont quantifiés? Parce que, comme on va le voir tout à l'heure, la luminescence est très large et correspond à une distribution de taille pardon, de ces objets. Et c'est donc, ils sont quantifiés parce que c'est la même composition, mais la taille change. Donc, j'en viens maintenant aux caractérisations qui ont été faites sur ces deux échantillons. Alors, sur le premier à gauche, on observe les rayons X pour l'échantillon avec deux monocouches, et à droite, on rajouté une simple demi-monocouche. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur la gauche, on a une structure à laquelle on s'attend bien. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le paramètre moyen de la structure est très proche du substrat, mais ceci est dû au fait que, comme le GAS est très important en volume, c'est lui qui impose sa moyenne, et donc on a un pic moyen très proche du substrat. Par contre, quand on rajoute une de nos couches, alors on a un changement absolument impressionnant de ces rayons X. Comme c'est pas la matière en tant que telle d'INAS qui peut expliquer ce changement, et il faut c'est autre chose. Donc on a regardé de plus près. Donc comme le paramètre moyen ici que vous voyez à gauche, il est très positif par rapport au substrat puisqu'on est dans l'espace réciproque. Donc, il y a c'est le GS lui-même qui est en tension, en fait. Alors, c'est intéressant quand même cette remarque parce que euh, dans les super réseaux contraints que je vous avais montré précédemment, c'était le puits quantique qui était responsable de l'accord de maille décalé vers les grosses épaisseurs. Ici, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est le GS lui-même contraint en tension qui est responsable de ce chemin de rayons X. De plus, comme la structure est fortement dissymétrique, on se doute que cela veut dire que la tension est très distribuée dans le GAS. Alors, je reviens maintenant à l'observation la plus importante de la publication, c'est bien entendu les flux quantiques qu'a observé Franck en microscopie électronique à transmission, avec deux échantillons. Le supérieur, je vais en parler, c'est le 4 monocouche qui confirme la présence des dislocations quand la couche est trop épaisse. Et en bas, on a les fameux quantum box, ou oui, les boîtes quantiques, pardon. Et ce qu'on peut observer d'abord, c'est que dans le plan oblique, qui est le plan du substrat, ils sont très distribués. La différence de taille est très importante et confirme le fait que la photoluminescence à droite est très large. Par contre, il y a un phénomène assez intéressant. Donc, je ne sais pas si l'explication que je vais donner est la bonne, mais on voit que il y a une auto-alignement vertical. Alors, moi, je vais avancer une proposition, c'est de dire que le fait que comme GAS qui pousse
est très fortement, n'est pas homogène sur la plaque. C'est-à-dire qu'il y a des endroits entre les puits quantiques, entre les boîtes quantiques qui sont à l'accord de maille et des endroits qui sont en tension. Il n'est pas trop étonnant que lorsqu'on vient pousser une énième couche d'INAS, ça soit l'indium vient migrer sur ces couches en tension, puisque ça réduit l'écart de paramètres de maille entre INAS et GAS, et donc ça pourrait être une explication pour l'auto-alignement, mais sous toute réserve. Bon, j'en viens maintenant aux conclusions de ces observations. Donc on a vu qu'avec le système INGAS, on rentre dans un domaine qui est le dixième de monocouche atomique. Je voudrais dire aussi que les études de Jean-Michel et de Jean-Yves ont montré que, en fait, c'était pas deux monocouches, mais 1,7 monocouches. Donc, voilà. Les autres observations, je les ai mentionnées. Donc, simplement, je voudrais, pour terminer, dire que la suite qui a été donnée à toutes ces études, ah non, pardon, la suite a été donnée à ces études est très brillante et tout le travail de Jean-Yves et de Jean-Michel est absolument remarquable, qui aboutit en 94 à la fameuse publication, mais je vais m'arrêter là parce que Jean-Michel va nous en parler. Avant de terminer complètement, encore une fois, un grand merci à Jean-Michel qui m'a beaucoup aidé pour cette publication, cette présentation. Merci. Merci Léon. Quelques questions que vous retenez depuis 40 ans. Merci. Non, simplement, j'ai une question sur au tout début. Tu as dit donc qu'il y avait des gens au Sandia qui ont commencé à s'intéresser donc à des échantillons contraints, et donc c'est ce qui vous a amené. Donc, mais t'as pas vraiment dit. Non, c'était quoi leur idée au départ de s'intéresser à ça? C'était pour étudier l'objet ou c'était pour avoir je sais pas, de la tunabilité, d'avoir. Enfin, Ah, écoute, là, je pense que Jean-Michel sera beaucoup plus qualifié que moi pour te répondre quelle était la motivation du groupe de Sandia, si ce n'est que à prendre un nouveau système de contraintes. À l'époque, je pense qu'il y avait une volonté d'étendre les champs couverts par les lasers à semi-conducteurs. Quand on, Quand on s'autorise à mettre de la contrainte, ça veut dire qu'on explore des familles de matériaux plus grandes. Et dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que la contrainte était bénéfique pour les lasers. Et aujourd'hui, les lasers commerciaux sont quasiment tous des lasers à puits quantique contraints. Par exemple, les lasers de pompe à 0,98 pour les télécoms sont des lasers à puits quantique contraints. Donc ça, et les études en fait sur les puits quantiques contraints, on peut dire qu'elles se sont arrêtées finalement assez vite parce que ça a tellement bien marché que c'est passé illico presto en production et on est vraiment passé à un stade d'ingénierie, d'optimisation et sont finalement sortis assez vite des laboratoires académiques, je dirais. Alors que les boîtes sont restées longtemps dans les laboratoires académiques parce que c'était beaucoup plus compliqué. L'intérêt pour les lasers, c'est que ça diminue la recombinaison au G parce que ça augmente le splitting entre le bas de la bande de valence, enfin la bande de valence, le haut de la bande de valence et la bande splittée par spin orbite. D'accord. Et donc, ça diminue la recombinaison. Oui, merci Léon, c'était super ton exposé. Une question. Dans l'article, il y avait tous les ingrédients, la cohérence structurelle, enfin disons le matériau, c'était pas un alliage. Il y avait la quantification, tu l'as dit, avec l'élargissement. Ça vous est pas passé dans l'esprit à l'équipe d'appeler ça Schtroumpf quantique ou quantum box ou quantum dot ou Simplement, j'ai dit que 3D? j'ai employé l'expression malheureuse, c'est que la quantification est inférieure à 2.
C'était vraiment ouais, pas dire grand-chose, excuse-moi. Non, on n'a pas été plus loin. Mais Jean-Michel, pardon, va nous expliquer l'écart de temps entre les, les deux recherches, celle qu'il a menée en 94 et celle de 85. Bon, c'est pas grave. Alors, une dernière question. Ah, mais c'est les premiers. Non, l'idée courait que en fait c'était une erreur de cache de la MBE qui avait fait croître au-delà de deux monocouches les boîtes quantiques et en fait on s'aperçoit que c'est pas le fruit du hasard, c'est une démarche structurée et merci pour ça. Vous avez déjà tout compris il y a 40 ans.